Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous vidéo de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui on va vous parler d'un événement cinématographique, c'est celui de la rentrée, Dune, la sortie d'un film attendu depuis très longtemps, mais avant d'être un phénomène sur grand écran, Dune c'est d'abord un phénomène littéraire, et nous allons aujourd'hui en parler avec Hugo Morev, bonjour. Bonjour Paul. Alors vous êtes spécialiste science-fiction SF à la librairie Passage. Est-ce que vous voyez déjà une traduction finalement dans votre librairie du succès du film? Oui, absolument. Depuis quelques mois, même depuis presque un an, suite à l'annonce de la sortie du film il y a déjà un an, il y a une effervescence autour de Dune et de la science-fiction en général en librairie. Ouais. Dans la littérature SF, qu'est-ce que ça représente Dune? Dune, ça représente un mythe. Ça fait partie des premiers ouvrages majeurs de science-fiction qui ont été écrits. Voilà, Dune, c'est une œuvre qui peut parler à tout le monde parce qu'elle traite de thématiques extrêmement vastes et voilà, qui peuvent évoquer des choses à chacun d'entre nous, d'autant plus dans notre société actuelle, je trouve. Avant de venir sur le sous-texte de Dune qui est très intéressant, si on doit placer Dune dans la hiérarchie de la littérature de science-fiction, c'est quoi? C'est le plus gros ouvrage? Je dirais que En oui. termes de vente, en termes d'aura, de mythologie autour de cet univers-là? Je dirais que les œuvres d'Isaac Asimov avaient déjà commencé, déjà préparé le terrain, on va dire, à l'arrivée de Dune. Je dirais que Dune est peut-être le numéro 2 ou le numéro 3. Voilà, il le talonne avec des cycles comme Hyperion de Dan Simons ou les films et les aventures de Star Wars, on est vraiment dans le top du top de la science-fiction mondiale. Tout à l'heure, vous l'évoquiez rapidement, il y a énormément de sous-textes dans Dune. C'est pas seulement une épopée ou un film d'action comme on pourrait le réduire. Tout à fait. Euh, on parle de quoi finalement? On parle de pétrole, on parle de géopolitique, on parle d'écologie. On parle de tout ça, on parle de religion aussi, on parle de géopolitique. Voilà, l'histoire nous emmène dans un futur très lointain, on est en 10 000 et quelques. Les humains ont colonisé plusieurs planètes. En l'occurrence, là, c'est une seule et même planète qui va nous intéresser, la planète Arrakis, qu'on surnomme également Dune, d'où le nom de l'œuvre. Cette planète-là est la seule capable de produire un mélange qui s'appelle l'épice et qui est le seul moyen que l'humanité a trouvé pour voyager dans l'espace. Donc on comprend tout de suite que cette planète, elle va cristalliser toutes les ambitions politiques et géopolitiques des différentes maisons qui gouvernent cet univers. Et on peut le dire, l'épice, c'est le pétrole. Il y a des raccourcis qui ont été faits beaucoup en disant l'épice c'est le pétrole, oui, mais pas que. C'est ça qui est intéressant aussi. L'épice, elle a d'autres vertus, et ça on va le voir justement dès le premier film, dès le début de l'œuvre. Cette épice, elle donne aussi le pouvoir d'entreapercevoir l'avenir. D'où l'intérêt des personnages de mettre la main dessus. Ça leur sert à voyager dans l'espace parce qu'ils sont capables de prévoir la direction que va prendre le vaisseau. C'est la même chose chez les humains et notamment chez Paul Atreides, donc le personnage principal de cette histoire, qui est un petit peu Ulysse finalement au début, qui va démarrer de rien et devenir un empereur finalement. Voilà, il va avoir cette capacité de voir dans le futur aussi, donc ça peut être aussi une drogue finalement. Ça peut être beaucoup de choses, l'épice, et c'est ça qui est très intéressant. C'est pas juste le pétrole de cet univers, quoi. Et ça renvoie aussi un peu finalement à une forme de mythologie. On peut aussi y voir de la tragédie grecque. Bien sûr. Vous évoquiez Ulysse, mais il y a tout Oui. ça, les relations familiales, Mais les tout à enjeux de fait. pouvoir. Tout à fait, le nom même Atreide fait déjà référence à la mythologie. Il y a pas mal d'autres noms aussi dans l'œuvre qui tournent autour de cette maison, qui font référence à la tragédie grecque. Voilà, et ça aussi, finalement, on va le voir dès le premier volume. Cette histoire va très mal tourner et il va y avoir quelques morts aussi et des rebondissements assez sympathiques. Ouais. Et après, pour les gens qui ont aimé le film, ils peuvent aller vers la suite. Le Tout à film, fait. il y aura un numéro 2, visiblement. Le numéro 2 en livre existe déjà, et là, ça se complique encore plus, visiblement. Ouais, c'est ça. En fait, Dune prend un point de départ assez conséquent avec ce gros premier volume qui est en fait deux livres séparés à la base que l'éditeur a publié sous un seul et même titre. Où Paul Atreides arrive sur Arrakis. Il se passe des choses que vous découvrirez dans le film ou dans le livre, parce que je ne vais pas tout vous raconter quand même. On a 6 minutes, Et puis, malheureusement. voilà. Et puis, à la fin du premier volume, finalement, Paul a une position d'empereur. Il gouverne, en tout cas.
Dans le deuxième volume, on est déjà 12 ans plus tard et il s'est passé énormément de choses en 12 ans. Et finalement, le gentil Paul Atreides qu'on connaissait est devenu un petit peu plus tortionnaire, un petit peu plus tyrannique. Et c'est là que l'œuvre de Dune prend toute Comme on dit, il a basculé du côté obscur peut-être. Exactement, oui. Justement, pour les gens qui ont adoré le film Dune, vous leur conseillez d'aller vers quel univers dans la SF? Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller pour prolonger l'aventure? Il y a énormément de solutions possibles quand on a aimé Dune. Dune, ça fait partie des premiers exemples d'un genre littéraire qu'on a appelé le livre-univers ou le livre-monde. C'est-à-dire qu'il ne se contente pas de nous raconter une histoire d'une planète ou d'un homme, mais l'histoire d'un univers entier ou d'une version parallèle de notre univers. C'est généralement ça dont il est question. Donc, il est possible d'aller explorer tout un tas d'univers différents. Les ouvrages d'Isaac Asimov restent... qui vont aussi être adaptés en série télé. Qui vont être adaptés en série très prochainement aussi, sont un grand classique de la science-fiction, notamment parce qu'ils posent ce qu'on a appelé le cycle des robots, les grandes lois de la robotique, etc. Donc là, c'est plutôt une réflexion tournée autour des machines et de l'intelligence artificielle. Voilà, il est possible d'aller vers les œuvres d'Alain Damasio, vers toutes les uchronies et les dystopies possibles de 1984 au meilleur des mondes. Tous ces ouvrages-là rappellent Dune et aussi les cycles de Ada Palmer aux éditions du Bélial, qui sont des parallèles assez fulgurants avec l'œuvre de Frank Herbert. Et puis aussi, vous les avez apportés en plateau, il y a des ouvrages qui sont sortis plutôt sur l'univers de Dune. Oui, alors notamment celui-ci, qui est publié, donc qui est un MOOC, la fusion de magazine et de book, donc un magazine très très fourni, publié par les éditions Atalante et Léa, dirigé par Lloyd Cherry, qui va partir du film pour finalement explorer toutes les thématiques un peu sous-jacentes à Dune et à la vie de Frank Herbert. Et ce livre-là, pour les plus passionnés d'entre vous, qui est dirigé par Roland Lehoux, qui est Dune, une exploration scientifique et culturelle d'une planète-univers, et qui est une approche résolument universitaire de l'œuvre de Dune. Donc là, réservé aux lecteurs acharnés qui veulent vraiment comprendre tous les mécanismes et les rouages de Dune. Alors juste, on n'a pas très bien vu le premier, si vous pouvez nous le remontrer très rapidement. Le voilà. Tout sur Dune. Bon, j'espère qu'on a dit déjà, nous, beaucoup. Merci beaucoup en tout cas Hugo Moreff d'avoir été notre invité. Merci à vous. À très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.